Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie dans votre émission Dimanche en politique. Une question aujourd'hui, comment faire face aux intempéries qui frappent la région depuis quelques semaines? Des inondations records, notamment en aval de la Seine, mais aussi 5 tempêtes en l'espace d'un mois, des milliers de personnes sinistrées, des habitants parfois fatigués de voir leur logement inondé pour la deuxième fois en moins de 2 ans. Alors, pouvait-on mieux anticiper ces phénomènes? Quel soutien porter aujourd'hui aux victimes de ces intempéries? Nous serons en duplex dans un instant avec Joël Temperton, qui est le maire de la petite commune de La Bouille, en Seine-Maritime, une commune où les habitants vivent chaque jour avec le stress de nouvelles crues et de nouveaux dégâts. La semaine a été difficile, il nous le dira. Avec nous également sur ce plateau, Nicolas Buffard, prévisionniste à Météo France, à la station de Caen-Carpiquet. Bonjour. Bonjour. Pierre Vogt, également élu de la région et membre du syndicat mixte du littoral normand, un littoral qui a été très exposé depuis quelques semaines. Bonjour. Bonjour. Et puis tout à l'heure, nous parlerons du coût de ces intempéries. Ça coûte très cher, on parle de plusieurs millions d'euros. Notre invité sera Frédéric Chazal, il représente les assureurs de la région. Mais d'abord, cette semaine a été vécue comme un véritable calvaire pour les riverains de la Seine. 48 communes touchées, des centaines de personnes sinistrées. C'est le cas de ce couple de restaurateurs des Andelys qu'ont rencontré Grégory Tellu et Olivier Flavien. Avec presque 10 cm d'eau dans la salle principale, ces propriétaires d'un hôtel-restaurant sont au bord de l'épuisement depuis dimanche. Olivier Bicot et sa femme se relaient désormais toutes les demi-heures pour surveiller le niveau de l'eau et s'assurer que les 6 pompes fonctionnent en permanence. On ne pourra pas empêcher que l'eau de rentrer. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'eau qui s'évacue soit plus importante que l'eau qui rentre. Ça nous permet de gagner du temps par rapport au débit et par rapport à la quantité d'eau qui se déverse sur l'établissement et à préserver une grande partie de l'outil de travail. En 10 ans, ils n'ont jamais connu pareille crue. Pas même en juin 2016. L'eau n'était alors même pas rentrée dans la salle de restaurant. On a mis des moyens de protection bien supérieurs à 2016. On fait face à une augmentation du niveau par rapport à 2016 de 15 cm. Je pense qu'il faut vivre maintenant avec ce risque. C'est un risque qu'il faut accepter. Malgré la montée des eaux, ils n'ont pas fermé leur établissement et trouvé une solution de repli pour leurs clients dans une salle située un peu plus haut. Pour autant, les annulations de dernière minute se succèdent. Le couple dit enregistrer une baisse de 50% de son activité. Voilà, il faut vivre avec ce risque, un risque qu'il faut accepter. Il y a une certaine fatalité quand on entend ces restaurateurs. Nicolas Buffard, est-ce que nous sommes dans des phénomènes normaux auxquels il faut s'habituer ou est-ce que c'est un hiver exceptionnel? Alors l'hiver n'est pas vraiment exceptionnel. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est anormal, c'est la succession, la répétition de ces événements météorologiques depuis le début du mois de décembre, avec 5 tempêtes, avec 5 épisodes de fortes pluies, et puis des températures assez exceptionnellement douces. Alors on va voir quelques chiffres, justement, vous les citiez, 5 tempêtes depuis le 11 décembre précisément, des rafales jusqu'à 132 km/h, 2 fois plus de pluie qu'à la normale. Moins de 40 heures de soleil, ça aussi c'est un des chiffres qu'on a consulté depuis le début de l'année, avec un record de 13 heures simplement de soleil pour la ville de Rouen. C'était une saison très, très grise et des températures assez douces, malgré tout, 2 degrés au-dessus de la normale. Est-ce qu'on peut parler de réchauffement climatique ? Pas au vu de ces phénomènes météorologiques. On est juste dans une situation un petit peu spéciale où depuis plusieurs semaines, le flux vient de l'océan et les perturbations se succèdent. Avec ces conditions, il y a forcément plusieurs éléments qui vont de pair, le vent, la pluie, la douceur et le manque de soleil. Mais ça se réchauffe quand même. Quand on regarde ce qui s'est passé en 1985, où on avait un mercure qui montait, si j'ose dire, jusqu'à moins 19, ou qui descendait jusqu'à moins 19 degrés en Normandie, alors qu'en 2003, au contraire, on était à plus 17, 36 degrés d'écart. 36 degrés d'écart pour la même période, le même mois de janvier. En début de semaine, on avait dans la région 13 degrés. Oui, mais vous prenez le moins 19,6 qui est le record de la température minimale à Carpiquet. Et entre le moins 19,6 de 1985 et 2018, il y a eu plusieurs hivers froids, plusieurs hivers chauds. On ne peut pas, en regardant ces relevés, conclure que c'est la faute au réchauffement climatique. C'est juste, si on regarde
tout près de nous, l'hiver dernier était plutôt froid et sec. Alors on va retrouver Joël Tomperton, le maire de cette petite commune de la Bouille, je le disais, en Seine-Maritime, 750 habitants, une commune qui est située au bord du fleuve et qui vit au rythme des crues de la Seine. C'était encore le cas cette semaine et ça s'est reproduit 2 fois d'ailleurs depuis le début de l'année. Comment on vit justement? Est-ce qu'il y a un stress permanent? On surveille le niveau de la Seine tous les matins? Non, pas de stress permanent, non. On est quand même relativement calme par rapport à l'événement, puisqu'on sait maintenant les anticiper. Nous sommes prévenus par les préfectures, par tous les services départementaux, ce qui nous permet d'anticiper la crue, puisqu'on connaît les phénomènes, hein, un fort afflux d'eau dans la Seine. Vu les conditions atmosphériques en amont, notamment sur le bassin de la Seine et de ses affluents, la conjugaison des fortes marées, ça on les connaît parfaitement. Et puis l'inconnu de dernière minute, c'est le vent. Les forts vents d'ouest contribuent à faire monter le niveau. Mais sur cet épisode-là, on était relativement serein puisque toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit de forts débordements. Et ça a été le cas, mais on l'avait, je vous dis, assez bien anticipé. Mais est-ce que vous considérez être très clairement dans une zone à risque? Est-ce que on dit aux habitants, ça risque de se reproduire peut-être, mais restez là, quoi? En tant qu'élu de cette commune, à risque non, puisque les dégâts sont relativement peu importants. Tout simplement parce que, ayant anticipé, on limite l'effet de l'eau sur les habitations. Un phénomène aussi, c'est qu'on vit au rythme des marées, c'est-à-dire que l'eau monte pendant environ 3 heures. En cas de débordement, on a 3 heures les pieds dans l'eau et au bout de 3 heures, la marée descendant, tout se vide et on attend 12 heures après pour revivre le même phénomène. Donc, inquiet, non, pas du tout. On a vécu ça parfaitement bien. Alors, Pierre Vioc, vous êtes élu de la région, membre du syndicat mixte du littoral normand. Les forts coups de vent conjugués à des grandes marées, on l'a vu, ça a provoqué de nombreux dégâts depuis le début décembre. 5 tempêtes, et notamment Eleanor, le 3 janvier, qui a fait le plus de dégâts. 3000 sinistrés, on le verra d'ailleurs avec le représentant des assurances dans un instant. À Vers-sur-Mer, la digue a cédé, je dirais, une fois de plus. C'est un exemple, mais ça crée une centaine d'inondations dans les habitations. Est-ce qu'on n'a pas de solution contre les éléments? Alors, des solutions, il y en a. Avant de les expliquer comme ça. Avant d'expliquer ce que l'on peut faire, ce que l'action publique peut faire, je voudrais d'abord avoir une petite pensée pour ceux qui subissent ces inondations et qui sont en train de pomper. Je sais ce que c'est et j'imagine que c'est rien d'agréable. Ce que l'on peut faire, c'est pas simplement agir dans l'immédiat. C'est agir en fonction de phénomènes sur le moyen terme ou le long terme qui sont liés à ce qui est inéluctable, c'est-à-dire les conséquences d'un changement climatique qui est maintenant certain. Ces conséquences, pour notre région, elles sont encore un peu imprécise, mais grosso modo, on sait qu'il s'agira de crues plus importantes, mais aussi d'étiages plus importants, et en bord de mer, il s'agira d'élévation progressive du niveau de la mer, et donc d'invasion, de submersion. Même si vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle, on l'entend bien, et qu'il faut faire du cas par cas. Ce que l'on rencontre là-bas à la Bouille, cette commune du bord de Seine, n'est pas la situation qu'on aura dans la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, ou ailleurs. Mais est-ce qu'on a tiré les enseignements de phénomènes climatiques spectaculaires, comme la tempête Xynthia? On n'a pas forcément l'impression, quand il y a un événement comme celui que l'on connaît cette année, qu'on a connu en 2016, qu'on a connu en 2014, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors je vais vous surprendre, en fait on connaît encore mal les phénomènes. Et ça ne va peut-être pas guérir les plaies de ceux qui subissent les inondations en ce moment, mais curieusement, on a besoin encore d'améliorer énormément nos connaissances sur le sujet. Alors, c'est un des domaines où l'on investit beaucoup.
on investit pour savoir quelles sont les conséquences des phénomènes sur les dunes, sur les plages, sur le niveau du sable, et aussi pour comparer historiquement les différents phénomènes et en tirer un certain nombre de conclusions. Ce qui est certain, c'est que nous aurons besoin d'autant plus de connaissances que, comme vous le dites, les phénomènes sont très très différents de petites zones de littoral à d'autres petites zones de littoral. Il y a des zones... À 20 km près, ça peut changer, on n'a pas la même solution. Ah, tout à fait. Il y a des zones de comportement homogène. On parle de cellules hydrosédimentaires, et à l'intérieur d'une cellule hydrosédimentaire, les comportements sont homogènes, mais d'une partie à l'autre du littoral, les phénomènes sont très différents, et il faut apprendre à bien les connaître. Joël Tomperton, j'aimerais que vous réagissiez justement à ce qu'on vient de dire. Comment on se protège à la bouille maintenant? Parce que ça a tendance à se répéter. Qu'est-ce que vous dites à vos habitants? Est-ce que vous avez une solution, vous, pour les protéger? Non, on n'a pas de solution autre que celle de protection individuelle, c'est-à-dire on mure les entrées, on calfeutre toutes les bouches de ventilation et tout ça. Par contre, la solution pourrait être, pour éviter ça, le rehaussement des murets du bord de Seine, c'est-à-dire pour canaliser davantage la Seine. Mais là, ce sont des travaux qui sont colossaux, gigantesques, puisque là, pour vous situer, nos murets sont à une cote de 9,44 m. Les derniers éléments, à ma connaissance, c'est 9,59 m actuellement. Vous voyez, ça déborde. Donc là, il faut rehausser ces murets. Mais vous imaginez bien que reconstruire des murets sur la totalité des 2,5 km qu'il y a sur la commune, ce sont des investissements qui sont colossaux. Est-ce qu'il faudrait créer une taxe, justement? On va y venir, on va en parler, parce que c'est en plein. Allez-y, Joël Tomperton. Oui, une taxe supplémentaire. Je pense que je crois que les Français sont les plus taxés d'Europe, voire du monde. C'est pas envisageable. Il faut trouver des solutions différentes. Je ne sais pas, je les imagine pas. Je suis pas technicien. Des techniciens doivent travailler. Ça, c'est clair qu'il faut protéger, ou alors il faut déménager les villages. Peut-être, c'est peut-être la solution. Alors, je parlais de taxes. Parce que c'est quelque chose qui existe, c'est une possibilité qui est donnée à certaines communes. Dans le département de la Manche, on va le voir, la communauté de communes de Coutances a décidé de mettre en place cette année une taxe pour financer des travaux d'aménagement du littoral. Près de 58 000 personnes vont devoir la payer. La décision est tombée. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, loin de là. Vous voyez ce reportage de Jean-Baptiste Patier et Joël Labarre. Cette nouvelle taxe ne fait pas l'unanimité chez les habitants de la communauté de communes Coutances-Mer et Bocage, comme à Gouville-sur-Mer, pourtant concernés par les risques de vagues submersives. Avec une taxe, retenir les éléments, je ne pense pas. C'est pas que ça nous enchante de payer une taxe, mais c'est plus normal quand même que ça soit partagé, je vous dis, sous couvert bientôt d'un impôt de solidarité, quoi. Le maire de Gouville a dépensé 800 000 € sur son budget municipal pour lutter contre l'érosion du cordon dunaire. À l'avenir, avec la taxe, les habitants des 64 communes du territoire pourraient contribuer à de futurs travaux si nécessaire. Tout le monde utilise ou vient à la plage soit pour des loisirs, soit pour la pêche à pied, bref, pour un certain nombre de raisons. Il est assez logique que tout le monde participe au maintien de ce patrimoine. Pour les élus à l'origine de la mise en place de cette taxe, il était urgent d'agir. La mer tape ici, elle arrive là. Et donc, si on ne protège pas ça, systématiquement, ça passe par derrière. Déjà 3 millions d'euros sont nécessaires pour de futurs chantiers sur les 26 km du littoral. On sait qu'on va avoir des travaux qui sont déjà budgétés. On va avoir des travaux à faire sur le courant de l'année 2019, 2020, 2021. Les particuliers comme les entreprises sont concernés. La taxe ne pourra dépasser 40 € par an. Première perception prévue l'automne prochain. La communauté de communes espère récolter 800 000 € en 2018. Pierre Vogt, vous êtes également élu de la région. Qu'est-ce que vous pensez de cet impôt supplémentaire qui va arriver dans les boîtes aux lettres des habitants de la communauté de communes de Coutances? Il y a des dépenses nouvelles, il faut qu'il y ait des ressources nouvelles. Vous êtes favorable donc? Je suis favorable au principe.
la communauté de communes de Coutances a pris ses responsabilités, elle a raison. C'est un choix responsable de financement. Mais vous dites ceux qui habitent en bord de mer, c'est normal, quelque part, qu'ils paient plus que les autres. Alors, on pourrait même accepter tous les désagréments. Les gens qui sont... Enfin, dans une communauté de communes, tout le monde n'est pas exposé au même risque. Alors, il faut d'abord bien rappeler que cette taxe GEMAPI, elle ne finance pas que la défense contre la mer. Elle finance l'ensemble de la compétence dite GEMAPI, qui est gestion des eaux, protection contre les inondations et gestion des milieux aquatiques. Donc, elle va aussi servir à protéger des inondations de communes qui sont bien à l'arrière du littoral et qui ne sont pas concernées par les questions maritimes. Ceci étant dit, il faut être objectif. Les plus grosses dépenses sont liées au littoral. Mais c'est un acte de solidarité à l'intérieur de la collectivité. Et si la collectivité l'a voté, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des élus, car la majorité des élus ne sont pas littoraux. Alors, on entendait le maire de La Bouille il y a quelques instants qui disait peut-être que la solution finalement, ça n'est pas de reconstruire les digues, de construire des murs, mais c'est de déménager les villages. C'est peut-être une solution. J'aimerais connaître votre avis, Nicolas Buffard. Quel système d'alerte vous avez près des populations aujourd'hui? Est-ce que vous les conseillez? Est-ce que vous conseillez les élus par rapport au phénomène climatique? Alors, une des tâches premières de Météo France, c'est la sécurité des personnes et des biens. Donc, naturellement, les services de Météo France sont toujours en rapport avec la préfecture dès qu'il y a un danger météorologique. Et après, c'est les services de la préfecture qui rediffusent sur les élus et sur la population. Mais dès que Météo France entrevoit un danger météorologique, elle prévient, elle rentre en contact avec les services de la préfecture. Et puis, depuis plusieurs années, on a une carte de vigilance qui est diffusée avec plusieurs couleurs, du vert au rouge, et qui est diffusée 2 fois par jour, et qui prévient les populations des dangers et des comportements à avoir en cas de danger, justement. Alors, Joël Tomperton, la décrue est amorcée, la mélinate phréatique déborde, c'est ce qu'on entend dire, hein, et c'est un des phénomènes qu'il faut prendre en compte aussi. Combien de temps, selon vous, il faudra pour que la Seine retrouve son lit et que les choses rentrent dans l'ordre? On nous parle de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Non, pas pour la commune de La Bouille. Pour la commune de La Bouille, ça va être le temps de la marée, simplement. C'est-à-dire dès dimanche. Oui, ça dépend essentiellement de la marée, complètement. Donc pour nous serons tranquilles dès dimanche, je pense, la marée de l'après-midi, ça ne débordera plus du tout. Est-ce que vous dites, ces affaires-là, c'est du ressort des assurances? Nous, on est élus, on n'a pas à intervenir, que ce soit sur l'indemnisation des victimes, des sinistrés, ou que ce soit sur l'aménagement du littoral comme on l'entendait? Non, c'est pas aussi simple et aussi radical que ça. Je crois que les assurances jouent leur rôle pour des événements exceptionnels. À La Bouille, c'est un événement exceptionnel, même si il est plus fréquent ces dernières années, depuis 2014, que précédemment. Par contre, c'est, je crois, des phénomènes croisés. Les élus sont responsables de l'aménagement, en particulier de l'aménagement des digues. On dépense des sommes considérables pour creuser le chenal de la Seine, pour permettre aux ports maritimes d'avoir accès à des plus gros navires, pour générer un trafic plus important, donc des ressources plus importantes pour les ports. On sait mettre des millions, voire des milliards pour creuser le chenal de la Seine. Je sors d'une réunion justement où il était question de millions et millions d'euros pour approfondir le chenal de la Seine. Donc on doit être capable de mobiliser des fonds aussi pour sécuriser les riverains. Ça, c'est clair. Et puis, il y a aussi les taxes. Hein, même si je disais en plaisantant, les taxes, ce n'est pas pour moi la bonne solution. Mais il y a peut-être à réfléchir sur les taxes dont je disais que les Français souffraient beaucoup, pour flécher les taxes de manière différente. Il y a peut-être des économies à faire sur des postes. C'est ce qu'on fait nous à la commune. Le président n'arrête pas de nous le rappeler. Il faut mieux gérer nos budgets. Peut-être qu'il y a des fléchages différents à faire. Pierre des sommes qui sont aujourd'hui consacrées.
On parlait des zones à risque. Joël Topperton disait moi, je ne suis pas dans une zone à risque, hein, a priori. Est-ce que demain, il faudra délocaliser certains hameaux parce qu'ils sont trop près du bord de mer? On connaît les zones de submersion marine. Elles sont répertoriées, ces zones rouges où les gens risquent d'avoir à un moment ou à un autre les pieds dans l'eau. Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous touchez le cœur du sujet. Il est certain que l'on ne saura pas défendre tous les biens qui sont le long du littoral contre l'élévation du niveau de la mer, combiné à l'érosion littorale, qui sont deux phénomènes distincts, et combiné à la remontée des nappes, qui sont aussi une autre conséquence du réchauffement climatique. Il faut faire des choix. Vous parliez tout à l'heure de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. Eh bien, c'est l'exemple d'une collectivité qui, en association avec 3 autres, a engagé une réflexion à assez long terme pour définir des stratégies qui vont consister à dire, mais écoutez, grosso modo, là, on va pouvoir défendre, là, on va devoir faire des ouvrages temporaires, c'est vraiment cas par cas. Et là, on va devoir effectivement déménager. Et qui paiera? Parce que, admettons qu'on soit dans une zone, des quartiers, on l'a vu, hein, à Vers-sur-Mer, régulièrement inondés. Si les habitants disent moi je ne veux plus y vivre dans ce secteur-là, c'est plus possible parce qu'on est exposé aux inondations ou aux coups de vent ou aux grandes marées tous les 2 ans, voire moins, qui paiera s'ils veulent partir? Alors, c'est une réflexion qui est en cours au niveau parlementaire. Au niveau parlementaire, en particulier à la suite d'un projet de loi qui avait été déposé par Mesdames Gau et Berthelot il y a un peu plus d'1 an, qui est maintenant repris par M. Baspard et qui réfléchit à ce dispositif d'indemnisation pour des propriétaires qui accepteraient ou que l'on contraindrait à déplacer leur logement. Voilà, on va parler indemnisation justement dans un instant et même accompagnement des victimes. Je vous remercie Pierre Vogt d'avoir participé à cette émission. Et on va accueillir dans quelques secondes Frédéric Chazal qui est le représentant des assureurs en Normandie. Mais avant cela, le dessin de Chonu qui évoque cette semaine ces intempéries et qui propose, vous allez l'entendre, des solutions pour l'avenir. Bonjour à tous. Vous avez vu, il y a de l'humidité dans l'air. Hein. Si un banc de sardines traverse votre salon ou si des palmipèdes barbotent dans votre garage, c'est mauvais signe. Alors c'est vrai que cette année, le fromage au lait cru n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors, on ne va pas se mentir, tout ceci est lié au réchauffement de notre planète et à ses effets sur le climat. Alors la question que je pose ce dimanche, elle s'adresse aux assureurs. Écoutez, c'est très simple, ne faudrait-il pas créer un fonds spécial pour les victimes des effets du réchauffement climatique? Bon, je vous souhaite quand même un bon dimanche. Merci Chonu et bon dimanche. Frédéric Chazal, justement, la question vous est destinée. Un fonds pour les victimes d'intempéries, victimes d'inondations. La proposition de Chonu, vous en pensez quoi? C'est déjà un fonds qui existe. C'est le fonds catastrophe naturelle, hein, qui est un fonds très spécifique dans l'assurance, qui couvre en fait tous les phénomènes de catastrophes naturelles tels que nous les vivons actuellement. À condition que la commune soit déclarée en état de catastrophe naturelle. Exact, à condition que la commune en ait fait la demande et qu'elle soit classée en catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes. Alors ensuite, la plupart des contrats de multirisque habitation, multirisque professionnel couvrent les risques d'intempéries ou en tout cas les risques d'événements climatiques avec différentes conditions. Donc après, il faut regarder les contrats, la manière dont ils sont bâtis. Est-ce que les clients sont ou non bien couverts? Alors vous me disiez en préparant cette émission, moi je ne suis pas favorable à la déclaration systématique de l'état de catastrophe naturelle. Pourquoi? Alors, je vous ai dit ça plus ou moins de manière claire. En réalité, l'intérêt de la catastrophe naturelle pour les clients, c'est qu'ils sont, dès lors que la commune est déclarée en catastrophe naturelle et dès lors qu'ils sont assurés, ils sont certains d'avoir une indemnisation. Ce que je vous disais tout de suite, c'est que tous les contrats ne prévoient pas la garantie d'événements climatiques. Et vous me disiez également que on n'a pas le choix. Quand la commune est en état de catastrophe naturelle, on est obligé de prendre. On est obligé de payer la franchise qui est la même pour tout le monde, tous les particuliers. Exactement, 380 € pour les particuliers. Alors qu'on a un contrat parfois qui est plus avantageux.
Alors qu'on a un contrat qui parfois est plus avantageux, tout à fait, avec des franchises qui sont plus faibles. Pour un petit sinistre, voilà. Parfois, effectivement, la garantie de catastrophe naturelle n'est pas forcément la plus avantageuse pour le client. J'aimerais, si vous voulez bien, avoir l'avis de Joël Temperton sur ce sujet. Vous en pensez quoi, justement? Vous êtes favorable à la déclaration de catastrophe naturelle, j'imagine? Alors, au vu de ce qui s'était passé début janvier, j'ai fait un mot à tous les habitants pour estimer les dégâts et avoir les retours sur d'abord les déclarations qui sont en cours et les dégâts réels, photographies et tout ça. Et alors je dois dire que le retour a été très peu, ça n'a pas été très fructueux. Bon, j'attends là dimanche pour lancer une nouvelle opération, pour recueillir les informations de tous les habitants. Bon, on connaît certains dégâts. Je vous le disais, c'est jamais très très important, mais on a des tapis qui baignent, des meubles parfois endommagés. C'est beaucoup pour nous, beaucoup de nettoyage. Néanmoins, si les habitants me font des retours et que j'estime que les dégâts sont importants et qu'il n'y a pas d'assurance en contrepartie, je ferai la demande de classement, mais je le ferai de concert avec mes deux voisins qui sont dans le même cas, c'est-à-dire la commune de Caumont, la commune de Mauny et celle de Bardouville, de façon à ce qu'on fasse une demande commune, puisque les soucis sont les mêmes. On est logé, comme je dirais, à la même enseigne. Frédéric Chazal, combien aura coûté ce phénomène, cet épisode d'intempéries depuis début décembre? Alors c'est très difficile à dire aujourd'hui. J'ai pris attache auprès de la Fédération française des assureurs qui effectivement est très mobilisée pour répondre à toutes les demandes. On estime, on commence à avoir des estimations, alors donner des chiffres, c'est 300, 400 millions d'euros peut-être. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 8000 déclarations de sinistres qui ont été faites sur la dernière intempérie, sur les inondations. Voilà. Et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres épisodes de ce style. Juste une information peut-être, Nicolas Buffard, vous avez des prévisions pour les 15 jours qui viennent? Alors pour la semaine à venir, en l'état actuel des prévisions, les précipitations devraient être assez rares avec un net rafraîchissement. Et puis pour rassurer le maire de La Bouille, le vent ne devrait pas rester à l'ouest. Et puis pour la suite du mois de février, on n'a pas de tendance qui se dessine vraiment. Merci à tous les deux. Merci à Joël Temperton qui était avec nous en duplex de sa commune de La Bouille en Seine-Maritime. C'est la fin de cette émission Dimanche en politique qui va faire une pause puisqu'on va laisser la place aux Jeux Olympiques en encourageant d'ailleurs nos champions français. On se retrouvera début mars. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt.